voici en 41 avant la naissance de Jésus-Christ, non loin d'ici, en Terre Sainte. Marc-Antoine, le nouveau dirigeant de l'Empire romain d'Occident, demande à Cléopâtre de se rendre à Tarse, sur la côte turque. La nuit même de son arrivée, elle le séduit, comme elle l'a fait avec le grand César, mais cette fois, elle est bien décidée à le dominer. Cléopâtre a mûri ces dernières années, depuis qu'elle est revenue de Rome. La femme qui vient à la rencontre d'Antoine a maintenant 28 ans. Elle a beaucoup changé. C'est avant tout une mère qui protège férocement les intérêts dynastiques de son fils. En fait, un de ses objectifs maintenant, c'est de lui assurer une place dans ce monde. Cléopâtre voit en Marc-Antoine le seul Romain assez puissant pour défendre son fils, qu'elle présente comme l'héritier de César. Mais elle reste circonspecte sur les véritables motifs d'Antoine. Pour s'assurer de son allégeance, elle lui demande d'éliminer le dernier de ses rivaux au trône d'Égypte. La plus jeune sœur de Cléopâtre, Arsinoé, relâchée après la mort de César, a trouvé refuge dans la ville grecque d'Éphèse. Depuis son sanctuaire du temple sacré d'Artémis, Arsinoé recommence à conspirer contre Cléopâtre. Antoine transmet immédiatement un message aux autorités militaires romaines d'Éphèse, ordonnant que la princesse Arsinoé soit extraite du temple et exécutée. Cet assassinat choque la société romaine. Mais pour Cléopâtre, c'est une preuve de la fidélité d'Antoine. Elle engage alors ses immenses richesses pour soutenir ses campagnes militaires. Et l'invite à Alexandrie pour qu'il voie par lui-même le trésor qu'elle lui consacre. C'était une excellente idée de l'inviter en Égypte. Marc-Antoine faisait partie de ces gens qui rêvent de vivre hors de leur patrie. Il s'était toujours senti à l'étroit à Rome. Cléopâtre a pressenti quels étaient ses désirs profonds et s'est ingéniée à les assouvir. À son arrivée, Marc-Antoine n'est pas déçu. Le luxe des ornements du palais de Cléopâtre dépasse de loin tout ce qu'il a vu à Rome. C'est un témoignage de l'immense richesse de l'Égypte et de sa reine. La salle des banquets était aussi large qu'un temple. Le plafond était serti de pierres précieuses. Les traverses plaquées d'or. Les murs étaient en marbre, les portes en ébène. Le hall d'entrée lambrissé d'ivoire. Lucain, Guerre civile, livre 10. Les descriptions incroyables de cet ancien récit qui relate la découverte du palais royal de Cléopâtre ont toujours été prises très au sérieux par les archéologues. On savait qu'il y avait d'importants monuments dans le port d'Alexandrie, mais on ne connaissait pas leur emplacement exact, jusque tout récemment. On pense que les quartiers royaux se situaient dans la partie sud-est du port principal, le long de ce que l'on appelle aujourd'hui la corniche. Les récits anciens rapportent qu'il y avait autrefois ici tout un tas de petites îles et péninsules où étaient bâtis des palais, des temples et les tombes des rois Ptolémées. Mais durant de nombreuses années, cette zone est restée à l'écart des investigations archéologiques. Elle jouxtait une base militaire égyptienne top secrète. Pourtant, en 1995, cette partie du port est enfin ouverte à l'exploration. Sous les auspices du Haut Conseil égyptien des Antiquités,
une équipe d'archéologues lance un programme d'observation détaillé du site, avec l'aide de satellites de positionnement. Et ils font une découverte extraordinaire. À plus de 7 mètres sous la surface de la mer, les plongeurs tombent sur des ruines anciennes. Des murs et des fondations qui semblent délimiter une vaste enceinte royale, un immense palais qui se dressait sans doute sur la petite île d'Antirode. C'est dans ce palais somptueux qu'Antoine arrive en 41 avant Jésus-Christ. Cléopâtre ne lésine pas sur les dépenses pour enchanter son nouvel amant. Elle choisit les divertissements en fonction des goûts d'Antoine et ne le laisse jamais seul. C'est peut-être la clé de l'immense pouvoir de Cléopâtre, sa capacité à s'adapter aux gens qui l'entourent. Antoine était plutôt le genre de type baraqué, un brave gars. Il aimait manger avec ses hommes, raconter des blagues salaces, les atmosphères bruyantes et avinées. Du coup, Cléopâtre changea complètement, comme si elle n'avait qu'une envie au monde, traîner avec les soldats. Avec quelques courtisans, ils forment une société de buveurs qui vivent dans l'excentricité. Ils s'échangent des cadeaux hors de prix, organisent des fêtes extravagantes, à la recherche du perpétuel frisson. La même année, Cléopâtre apprend une heureuse nouvelle. Elle attend un enfant d'Antoine. Elle est certaine à présent qu'il va abandonner sa femme romaine et venir vivre à Alexandrie en tant que roi et prince consort. Enfin, Cléopâtre s'assure qu'Antoine sera accepté par ses sujets. Il est déjà connu en Orient comme le nouveau Dionysos, en raison de son goût pour les plaisirs hédonistes. Cléopâtre lui construit soigneusement une image de Dieu vivant. Dionysos est connu avant tout comme le dieu du vin. On le voit souvent comme le dieu de l'ivresse joyeuse, mais il est beaucoup plus que cela. Il incarne la lucidité que provoque un état de conscience modifié. Dans la mythologie, Dionysos est également un conquérant oriental. Il serait venu d'Inde sur son éléphant ou sur son léopard, balayant tous ceux qui se trouvaient sur son passage, écrasés par son pouvoir divin. C'est ce qu'Antoine veut être, un conquérant oriental qui apporte le bonheur aux terres qu'il conquiert, la lumière, le succès, la prospérité et toutes sortes de bienfaits. Mais les efforts de Cléopâtre pour garder Antoine en Égypte ne suffisent pas. En février de l'an 40 avant Jésus-Christ, Antoine reçoit de Rome des nouvelles qui l'inquiètent. Sa femme, Fulvie, a fomenté une révolte contre Octave. Bien que la guerre semble inévitable, Antoine la considère prématurée tout en se préparant à partir. Une fois de plus, Cléopâtre doit faire ses adieux au père de son futur enfant, sans savoir si elle le reverra. 6 mois plus tard, Cléopâtre donne naissance à des jumeaux. Un garçon et une fille, qu'elle nomme Alexandre Hélios et Cléopâtre Sélénée, le soleil et la lune. Leur nom reflète sa conviction qu'un jour, ils prendront leur place parmi les dirigeants de droit divin. Au cours des 4 années suivantes, les espions de Cléopâtre lui envoient des rapports sur les ennuis que rencontre Antoine. Sa femme, Fulvie, a été battue par Octave en Italie. Elle vient à la rencontre d'Antoine à Athènes et là, meurt dans des circonstances suspectes.
une bonne partie de l'Empire romain occidental est menacée par les attaques des Parthes. Antoine décide de faire la paix avec son rival, Octave. Pour sceller cette alliance, il consent même à épouser sa sœur. Octavie est une Romaine, veuve, respectée, connue pour sa piété et son obéissance à la loi masculine. Tout le contraire de Cléopâtre. Ce mariage anéantit la reine d'Égypte. De plus, elle apprend bientôt que la nouvelle femme d'Antoine va bientôt donner naissance à un enfant. Une fille, qu'il appelle Antonia. Peut-être Octave a-t-il organisé un échec pour Marc-Antoine, en arrangeant ce mariage entre Octavie, adorée par Rome, et Antoine, un homme connu pour son amour des femmes, mais qui ne les traitait pas toujours bien. Il lui a peut-être tendu un piège à long terme, pour montrer que Marc-Antoine n'était pas fiable politiquement, puisqu'il ne pouvait l'être dans la sphère domestique. Mais la passion de Marc-Antoine pour Cléopâtre n'est pas éteinte. Il rejette finalement Octavie et la renvoie chez son frère à Rome. En même temps, il envoie un message à Alexandrie demandant à Cléopâtre de le retrouver dans la ville syrienne d'Antioche. C'est le message qu'attendait la reine, mais lorsqu'elle le reçoit enfin, elle ne laissa pas la passion l'emporter sur la prudence. Ayant été trahie à plusieurs reprises, elle n'allait pas s'allier à lui sans mettre au point certaines choses, sans avoir dicté ses conditions. Elle a mené une très âpre négociation. Elle a conclu un accord prénuptial très avantageux. D'abord, il devait l'épouser. Terminer les histoires du genre « Je sais que notre avenir sera un jour ensemble ». Elle voulait être reconnue comme sa femme, en tout cas dans la partie orientale de l'Empire. Ils devaient reconnaître leurs enfants et lui donner un vaste territoire. Une fois l'accord passé, Cléopâtre épouse Antoine au cours d'une cérémonie selon les rites égyptiens, parmi les bosquets de cyprès qu'on peut encore voir aujourd'hui à Antioche. À Alexandrie, le mariage est acclamé. Pour le peuple, c'est une union céleste. On frappe des pièces pour célébrer l'événement. Et la reine ordonne que le calendrier soit désormais établi à partir de cette date. Mais à Rome, ce mariage est considéré comme un affront. En s'unissant à Cléopâtre, tout en étant marié à la noble Octavia, Antoine viole la loi romaine contre la polygamie, depuis longtemps établie. Et il fonce tête baissée dans le piège tendu par son ennemi. Le mariage d'Antoine avec Cléopâtre en 36 avant Jésus-Christ marque sa rupture définitive avec Octave. Blessé par l'offense faite à sa sœur, Octave accuse Marc-Antoine d'abandonner les valeurs romaines et de se laisser ensorceler par les charmes d'une reine étrangère. Aujourd'hui qu'on fourbit les armes, qu'y a-t-il à craindre de Marc-Antoine? Il se conduit comme une femme et s'épuise dans les plaisirs. Dion Cassius citant Octave. En dépit de la tension croissante entre eux, Antoine tourne le dos à Octave et commence enfin à s'attaquer à l'empire des Parthes. Tandis que son mari part combattre à l'est du pays, Cléopâtre retourne à Alexandrie pour la naissance de son 4e enfant. Comme le veut la tradition de sa dynastie, elle l'appelle Ptolémée XVI, Philadelphe. Cléopâtre prend également sous son aile le fils d'Antoine et de sa première femme, Fulvie, un garçon bientôt adolescent, nommé Antyllus.
Elle vivait avec ses enfants dans son palais. Pourtant, on n'a guère célébré à travers les siècles ses qualités maternelles. La raison en est simple, la plupart des récits de sa vie ont été écrits par ses ennemis, les Romains. La propagande romaine ne tenait pas à ce qu'on garde en tête l'image de Cléopâtre en tant que mère. Ils ont donc effacé des portraits qu'ils ont faits d'elle, toute trace de véritable émotion. La tendresse d'une mère pour son enfant ne correspondait pas à ce que voulaient transmettre les Romains. Bientôt, Antoine fournit à ses collègues romains de nouvelles raisons de haïr Cléopâtre. Il subit une défaite humiliante contre les Parthes et prend très vite le chemin de la vengeance. En moins de quelques mois, son armée balaie l'Arménie, capture le roi qui les a trahis, ainsi que l'intégralité de son trésor. En 34 avant Jésus-Christ, lors de son retour à Alexandrie, Antoine célèbre sa victoire en organisant un triomphe à la mode romaine. Le trésor dont il s'est emparé est si immense qu'il faut une journée entière pour le faire défiler à travers la ville. Enfin, Antoine fait cadeau à Cléopâtre de l'empire de ses rêves. C'est ce qu'on appelle les donations d'Alexandrie. Antoine cède à Cléopâtre et à ses enfants un territoire qui représente la moitié des conquêtes romaines. Mais en accomplissant les ambitions de Cléopâtre, Antoine scelle son destin. Cette donation de terre, chèrement acquise au prix du sang des légions romaines, est une nouvelle offense faite au peuple romain. C'est une offense pour le peuple romain. Octave en profite pour montrer le danger que représente la liaison d'Antoine et de Cléopâtre. Les choses s'enveniment encore davantage quand on apprend le dernier acte de trahison de Marc-Antoine. Il voulait être momifié et enterré à Alexandrie. Cela prouvait qu'il n'était plus romain, qu'il était tombé totalement et entièrement sous l'influence de cette femme, qu'il avait perdu l'esprit. Quelle autre preuve fallait-il? Ce fut désastreux en termes d'image. Scandalisé, le Sénat romain dépouille Antoine de toute propriété romaine et lui retire son autorité sur l'est de l'Empire. Marc-Antoine est déchu, mais les Romains ne peuvent déclarer la guerre à l'un des leurs. Ils la déclarent donc contre Cléopâtre. Quand ils apprennent la décision de Rome, Antoine et Cléopâtre rassemblent leurs forces à Éphèse, sur la côte turque, loin d'Alexandrie, mais plus près de Rome. Les États vassaux de tout l'Empire oriental soutiennent l'Égypte et envoient des troupes, des navires et des machines de guerre. Ils constituent la plus grande force militaire de l'époque. Mais la présence constante de Cléopâtre dans le campement fait vaciller la confiance des hommes en leur chef. Les rangs se divisent. Les défections se multiplient. Les généraux d'Antoine l'incitent à renvoyer la reine à Alexandrie. Mais celle-ci est bien décidée à rester aux côtés de son mari. Elle soudoie même certains de ses conseillers les plus proches pour qu'ils plaident sa cause. Les forces de Rome et celles de l'Égypte se rencontrent finalement à Actium, un promontoire rocheux situé sur la côte adriatique. L'infanterie de Marc-Antoine est largement supérieure en nombre aux légions romaines. Ses généraux lui conseillent vivement de se battre avec Octave sur terre. Mais Cléopâtre suggère un autre plan audacieux et dangereux. Octave a rassemblé toutes ses forces pour ce combat, laissant Rome dans une situation très vulnérable.
Cléopâtre convainc Antoine que s'il remporte une victoire en mer, il pourra ensuite filer vers l'Italie et s'emparer de Rome sans rencontrer d'opposition. Ayant posté sa flotte dans le golfe d'Ambracie, Antoine se prépare à tout risquer dans un combat naval qui pourrait lui permettre de contrôler tout l'Empire romain. Mais l'ambitieux projet de Cléopâtre va opposer Antoine au chef de la flotte le plus brillant de son époque, l'amiral romain Agrippa. Par une série d'attaques éclairs, les navires d'Agrippa coupent la route aux renforts, venus par mer, de Marc-Antoine et chassent ces bateaux de la baie. C'est ainsi qu'au matin du 2 septembre 31 avant Jésus-Christ, la flotte d'Antoine et de Cléopâtre quitte le golfe d'Ambracie pour fuir le blocus romain, sans savoir s'ils seront encore en vie le lendemain. Actium. Ce nom résonne à travers l'histoire comme le moment décisif entre l'Égypte et Rome. La flotte d'Octave encercle le golfe d'Ambracie. Elle a l'avantage du nombre et de la position. Mais les immenses navires de guerre égyptiens ont la vitesse et la puissance nécessaires pour battre la flotte romaine. La bataille fait rage pendant plus de 4 heures, jusqu'à ce qu'Antoine comprenne la terrible vérité. Les petits navires d'Octave sont plus agiles que les siens et sont en train d'emporter la victoire. En fin d'après-midi, un vent fort souffle du sud vers l'Égypte. Sans prévenir, les vaisseaux de Cléopâtre lèvent les voiles et quittent la bataille. Quand il voit la reine s'enfuir, Antoine abandonne le combat et s'élance à la poursuite de sa reine. Depuis le départ, ils avaient une puissance de feu supérieure. À un moment, dans le port, il est devenu clair qu'avec 230 navires contre 400, ils allaient perdre. Certains historiens contemporains proposent une nouvelle interprétation. Ils suggèrent que cette fuite était peut-être prévue depuis le début par les deux amants. Avant même le début de la bataille, ils auraient élaboré leur stratégie. Il s'agissait de prendre des voiles à bord des bateaux. En règle générale, il n'y avait pas de voiles sur les bateaux lors des combats. Elles traînent dans le passage, les hommes butent dessus, elles prennent feu. Il est donc clair qu'ils ont planifié leur évasion. Et si vous considérez Actium non pas comme une bataille navale, mais comme une simple évasion, c'est tout à fait réussi. Ils conservent le tiers de leur flotte et gardent tout le trésor de guerre. Octave a de quoi être furieux. Pour Octave, la fuite d'Antoine et de Cléopâtre est un acte de lâcheté. Et à l'Est, les troupes d'Antoine n'entendent que cette version. Le grand guerrier romain passe pour un déserteur. À leur retour à Alexandrie, Antoine et Cléopâtre apprennent que leur armée d'Orient se sont rendues à Octave en échange de l'amnistie. Plongé dans la honte et la dépression, Antoine s'impose l'exil. Il s'enferme dans une petite villa sur la digue où il vit pendant des mois en ermite. On dit même qu'il pense à se suicider. Mais Cléopâtre ne peut attendre sans rien faire qu'Octave envahisse l'Égypte. Elle donne l'ordre que les navires restés à Actium soient transportés par voie terrestre jusqu'à un port de la mer Rouge. De là, elle projette de se rendre avec ses enfants jusqu'en Inde et d'y finir ses jours en paix.
Mais cette dernière tentative pour fuir échoue, car ses anciens alliés, les Nabatéens de Pétra, descendent dans la baie et ouvrent le feu sur les navires de Cléopâtre. En 30 avant Jésus-Christ, la nouvelle se répand qu'Octave approche par l'est. La population est en état d'alerte. Une fois de plus, Cléopâtre, reine et déesse, fait preuve de ressources et d'audace. Elle organise pour son anniversaire des fêtes spectaculaires. Et parvient à faire sortir Antoine de sa retraite. Réunis avec leurs courtisans, ils décident de baptiser leur petit groupe les Compagnons de la Mort. Il faut se rappeler qu'en Égypte, la mort était comme un ami proche. En adoptant les coutumes de leurs sujets égyptiens, les patriarches grecs d'Alexandrie ont commencé à croire que la momification permettait de continuer à vivre après la mort. Dans beaucoup de tombes sont représentées côte à côte les cérémonies mortuaires grecques et les rites égyptiens. Mais la momification exige que les corps soient éternellement conservés. Dans cette petite ville, entourée d'eau, les espaces funéraires sont très peu étendus. En 1997, non loin de la baie d'où l'on a remonté les vestiges du palais de Cléopâtre, un bulldozer perce le plafond d'une chambre souterraine et l'on découvre alors une autre ville, une ville de la mort. C'était sans doute une vision extraordinaire. On a vu cette route, qui était presque terminée, s'enfoncer sous terre et s'arrêter soudain, de façon accidentelle. Et 100 mètres plus loin, il y avait cette tombe que l'ouvrier avait percée. Et il y avait un grand mur de 4 ou 5 mètres de long, truffé de niches comme celle-ci, un peu comme une consigne à bagages. Et tout cela creusé dans la pierre. Le site est immédiatement examiné par le docteur Jean-Yves Empereur, du Centre des études d'Alexandrie. Son équipe commence à explorer le tombeau et découvre finalement qu'il s'étend sur plus d'une centaine de pièces. Décrit par le fameux géographe Strabon en 25 avant Jésus-Christ, qui inventa le mot nécropole, ou ville de la mort, c'est le plus grand territoire funéraire de l'antique Alexandrie. Je pense que Strabon l'a appelée ville de la mort à cause de l'immensité de l'endroit et de toute l'activité qu'on a pu retrouver aujourd'hui. Cet endroit était consacré aux morts, mais ce n'était pas une zone morte. La vie y était présente. Des gens s'y fournissaient en vin pour les cérémonies, on pouvait aussi s'y procurer les repas rituels. Il y avait des vendeurs d'encens, des brûleurs à encens, de petites bouteilles pour l'huile. Des entrepreneurs de pompes funèbres y avaient leur atelier. Toute une vie se déroulait dans cette zone qui était consacrée à l'au-delà. En 30 avant Jésus-Christ, au cours de l'été, Cléopâtre prépare son propre voyage dans l'au-delà. Des récits anciens racontent qu'elle se met à collecter toutes sortes de substances toxiques. Elle les teste sur des esclaves et des criminels pour voir quelle mort est la plus rapide et la moins douloureuse. Elle prépare également son mausolée, un vaste tombeau dont on dit qu'il était situé près du temple d'Isis, dans l'enceinte royale. Il lui restait encore à mettre son trésor en sécurité dans son mausolée, puis de menacer Octave d'y mettre le feu s'il n'accédait pas à ses demandes. Elle y disposa toutes sortes de matières inflammables, de la poix, du goudron, du bois sur lesquels elle amoncela ensuite ses richesses. Dans les derniers jours de juillet, les légions d'Octave parviennent aux portes d'Alexandrie.
Au cours des ultimes négociations, Cléopâtre propose d'abdiquer si Octave autorise son fils Césarion à gouverner l'Égypte à sa place. Celui-ci répond qu'il l'épargnera si elle fait tuer Antoine. Mais Cléopâtre ne peut accepter cela. Plutôt que de subir un siège prolongé, Antoine décide d'en finir par une bataille rangée. Avec les quelques troupes qui lui restent et le dernier de ses navires de guerre, il se prépare à attaquer à l'aube. La légende raconte que la nuit avant la bataille, un événement sinistre préfigure la chute de Marc-Antoine. Vers minuit, quand tout fut silencieux, la peur s'établit sur la ville. On entendit soudain une merveilleuse musique, accompagnée de voix, de cris, de chants, qui s'évanouirent comme elles étaient venues. Ceux qui cherchèrent un sens à cela conclurent que Dionysos, avec qui Antoine avait clamé sa parenté et qu'il avait choisi comme modèle, l'abandonnait à présent. Plutarque, la vie d'Antoine. Aux premières lueurs du jour, les troupes d'Antoine marchent vers la porte orientale de la ville et prennent position sur les hauteurs, surplombant la mer. De là, Antoine voit se réaliser les présages de la nuit précédente. La flotte égyptienne s'aventure hors du port pour combattre les navires romains, mais aux grandes dames d'Antoine, elle n'essaie pas d'attaquer. Au contraire, les navires égyptiens relèvent leurs avirons en signe de capitulation. Quelques minutes plus tard, la cavalerie traverse la plaine au galop pour rejoindre les lignes d'Octave. Il ne reste plus à Antoine que son infanterie. Il abandonne le champ de bataille et rentre vite au palais auprès de sa bien-aimée Cléopâtre. On lui dit alors que la reine a déjà fermé son tombeau et mis fin à ses jours. Ravagé par le chagrin, il plonge son épée dans son ventre. Mais tandis qu'il agonise, le secrétaire de Cléopâtre lui apporte un mot disant que la reine est encore en vie. Antoine demande qu'on le transporte jusqu'à elle. Barricadée dans la tombe, Cléopâtre et ses servantes font monter le corps sanglant d'Antoine par l'une des fenêtres du deuxième étage, et il meurt dans les bras de Cléopâtre, emportant avec lui ses rêves d'empire. Actium. Ce nom résonne à travers l'histoire comme le moment décisif entre l'Égypte et Rome. La flotte d'Octave encercle le golfe d'Ambracie. Elle a l'avantage du nombre et de la position. Mais les immenses navires de guerre égyptiens ont la vitesse et la puissance nécessaires pour battre la flotte romaine. La bataille fait rage pendant plus de 4 heures, jusqu'à ce qu'Antoine comprenne la terrible vérité. Les petits navires d'Octave sont plus agiles que les siens et sont en train d'emporter la victoire. En fin d'après-midi, un vent fort souffle du sud vers l'Égypte. Sans prévenir, les vaisseaux de Cléopâtre lèvent les voiles et quittent la bataille. Quand il voit la reine s'enfuir, Antoine abandonne le combat et s'élance à la poursuite de sa reine. Depuis le départ, ils avaient une puissance de feu supérieure. À un moment, dans le port, il est devenu clair qu'avec 230 navires contre 400, ils allaient perdre.
Certains historiens contemporains proposent une nouvelle interprétation. Ils suggèrent que cette fuite était peut-être prévue depuis le début par les deux amants. Avant même le début de la bataille, ils auraient élaboré leur stratégie. Il s'agissait de prendre des voiles à bord des bateaux. En règle générale, il n'y avait pas de voiles sur les bateaux lors des combats. Elles traînent dans le passage, les hommes butent dessus, elles prennent feu. Il est donc clair qu'ils ont planifié leur évasion. Et si vous considérez Actium non pas comme une bataille navale, mais comme une simple évasion, c'est tout à fait réussi. Ils conservent le tiers de leur flotte et gardent tout le trésor de guerre. Octave a de quoi être furieux. Pour Octave, la fuite d'Antoine et de Cléopâtre est un acte de lâcheté. Et à l'Est, les troupes d'Antoine n'entendent que cette version. Le grand guerrier romain passe pour un déserteur. À leur retour à Alexandrie, Antoine et Cléopâtre apprennent que leur armée d'Orient se sont rendues à Octave en échange de l'amnistie. Plongé dans la honte et la dépression, Antoine s'impose l'exil. Il s'enferme dans une petite villa sur la digue où il vit pendant des mois en ermite. On dit même qu'il pense à se suicider. Mais Cléopâtre ne peut attendre sans rien faire qu'Octave envahisse l'Égypte. Elle donne l'ordre que les navires restés à Actium soient transportés par voie terrestre jusqu'à un port de la mer Rouge. De là, elle projette de se rendre avec ses enfants jusqu'en Inde et d'y finir ses jours en paix. Mais cette dernière tentative pour fuir échoue, car ses anciens alliés, les Nabatéens de Pétra, descendent dans la baie et ouvrent le feu sur les navires de Cléopâtre. En 30 avant Jésus-Christ, la nouvelle se répand qu'Octave approche par l'Est. La population est en état d'alerte. Une fois de plus, Cléopâtre, reine et déesse, fait preuve de ressources et d'audace. Elle organise pour son anniversaire des fêtes spectaculaires. Et parvient à faire sortir Antoine de sa retraite. Réunis avec leurs courtisans, ils décident de baptiser leur petit groupe les Compagnons de la Mort. Il faut se rappeler qu'en Égypte, la mort était comme un ami proche. En adoptant les coutumes de leurs sujets égyptiens, les patriarches grecs d'Alexandrie ont commencé à croire que la momification permettait de continuer à vivre après la mort. Dans beaucoup de tombes sont représentées côte à côte les cérémonies mortuaires grecques et les rites égyptiens. Mais la momification exige que les corps soient éternellement conservés. Dans cette petite ville, entourée d'eau, les espaces funéraires sont très peu étendus. En 1997, non loin de la baie d'où l'on a remonté les vestiges du palais de Cléopâtre, un bulldozer perce le plafond d'une chambre souterraine et l'on découvre alors une autre ville, une ville de la mort. C'était sans doute une vision extraordinaire. On a vu cette route, qui était presque terminée, s'enfoncer sous terre et s'arrêter soudain, de façon accidentelle. Et 100 mètres plus loin, il y avait cette tombe que l'ouvrier avait percée. Et il y avait un grand mur de 4 ou 5 mètres de long, truffé de niches comme celle-ci, un peu comme une consigne à bagages. Et tout cela creusé dans la pierre. Le site est immédiatement examiné par le docteur Jean-Yves Empereur, du Centre des études d'Alexandrie.
Son équipe commence à explorer le tombeau et découvre finalement qu'il s'étend sur plus d'une centaine de pièces. Décrit par le fameux géographe Strabon en 25 avant Jésus-Christ, qui inventa le mot nécropole, ou ville de la mort, c'est le plus grand territoire funéraire de l'antique Alexandrie. Je pense que Strabon l'a appelée ville de la mort à cause de l'immensité de l'endroit et de toute l'activité qu'on a pu retrouver aujourd'hui. Cet endroit était consacré aux morts, mais ce n'était pas une zone morte, la vie y était présente. Des gens s'y fournissaient en vin pour les cérémonies, on pouvait aussi s'y procurer les repas rituels. Il y avait des vendeurs d'encens, des brûleurs à encens, de petites bouteilles pour l'huile. Des entrepreneurs de pompes funèbres y avaient leur atelier. Toute une vie se déroulait dans cette zone qui était consacrée à l'au-delà. En 30 avant Jésus-Christ, au cours de l'été, Cléopâtre prépare son propre voyage dans l'au-delà. Des récits anciens racontent qu'elle se met à collecter toutes sortes de substances toxiques. Elle les teste sur des esclaves et des criminels pour voir quelle mort est la plus rapide et la moins douloureuse. Elle prépare également son mausolée, un vaste tombeau dont on dit qu'il était situé près du temple d'Isis, dans l'enceinte royale. Il lui restait encore à mettre son trésor en sécurité dans son mausolée, puis de menacer Octave d'y mettre le feu s'il n'accédait pas à ses demandes. Elle y disposa toutes sortes de matières inflammables, de la poix, du goudron, du bois sur lesquels elle amoncela ensuite ses richesses. Dans les derniers jours de juillet, les légions d'Octave parviennent aux portes d'Alexandrie. Au cours des ultimes négociations, Cléopâtre propose d'abdiquer, si Octave autorise son fils Césarion à gouverner l'Égypte à sa place. Celui-ci répond qu'il l'épargnera si elle fait tuer Antoine. Mais Cléopâtre ne peut accepter cela. Plutôt que de subir un siège prolongé, Antoine décide d'en finir par une bataille rangée. Avec les quelques troupes qui lui restent et le dernier de ses navires de guerre, il se prépare à attaquer à l'aube. La légende raconte que la nuit avant la bataille, un événement sinistre préfigure la chute de Marc-Antoine. Vers minuit, quand tout fut silencieux, la peur s'établit sur la ville. On entendit soudain une merveilleuse musique, accompagnée de voix, de cris, de chants, qui s'évanouirent comme elles étaient venues. Ceux qui cherchèrent un sens à cela conclurent que Dionysos, avec qui Antoine avait clamé sa parenté et qu'il avait choisi comme modèle, l'abandonnait à présent. Plutarque, la vie d'Antoine. Aux premières lueurs du jour, les troupes d'Antoine marchent vers la porte orientale de la ville et prennent position sur les hauteurs, surplombant la mer. De là, Antoine voit se réaliser les présages de la nuit précédente. La flotte égyptienne s'aventure hors du port pour combattre les navires romains, mais aux grandes dames d'Antoine, elle n'essaie pas d'attaquer. Au contraire, les navires égyptiens relèvent leurs avirons en signe de capitulation. Quelques minutes plus tard, la cavalerie traverse la plaine au galop pour rejoindre les lignes d'Octave. Il ne reste plus à Antoine que son infanterie. Il abandonne le champ de bataille et rentre vite au palais auprès de sa bien-aimée Cléopâtre. On lui dit alors que la reine a déjà fermé son tombeau et mis fin à ses jours. Ravagé par le chagrin, il plonge son épée dans son ventre. Mais tandis qu'il agonise, le secrétaire de Cléopâtre lui apporte un mot disant que la reine est encore en vie. Antoine demande qu'on le transporte jusqu'à elle.
Barricadée dans la tombe, Cléopâtre et ses servantes font monter le corps sanglant d'Antoine par l'une des fenêtres du 2e étage, et il meurt dans les bras de Cléopâtre, emportant avec lui ses rêves d'empire. Tandis que Cléopâtre pleure son bien-aimé, les soldats d'Octave pénètrent dans l'enceinte royale et cernent son tombeau. Un poignard à la main, Cléopâtre menace de se tuer et de détruire son trésor si les soldats ne reculent pas. Mais ils ont pour ordre de la prendre vivante. Et ils profitent du fait que le mausolée de Cléopâtre est encore en construction. Ils ont grimpé par une fenêtre haute, mais ce n'était pas fini. Ils se sont débrouillés pour se glisser derrière Cléopâtre, gravir l'escalier, la désarmer et la faire prisonnière. Ça signifiait qu'ils avaient le trésor, qu'elle ne pouvait plus négocier. Elle devenait une victime, dépendant du bon plaisir d'Octave. Au cours des jours suivants, Cléopâtre est retenue dans son propre palais. Elle rencontre Octave à plusieurs reprises pour tenter de négocier la vie de ses enfants. Mais Octave n'a aucun intérêt à prolonger la vie de la dynastie ptoléméenne. Il n'a qu'une chose à l'esprit au sujet de Cléopâtre et de sa famille. Quand Octave arrive à Alexandrie, il veut que Cléopâtre vive, non en tant qu'ennemi politique, mais en tant qu'objet de dérision et de mépris. Il veut Cléopâtre vivante pour qu'elle symbolise sa victoire, qu'elle l'accompagne à Rome et qu'elle avance enchaînée lors de son triomphe. Se souvenant du traitement infligé à sa sœur par les Romains, Cléopâtre décide de priver Octave de sa victoire finale. Elle ordonne à ses servantes, Iris et Charmionce, de revêtir ses habits royaux d'Isis. Malgré la surveillance des gardes, elle réussit à ce qu'on lui apporte un panier de figues. La tradition raconte que sous les fruits se trouvait un aspic, une vipère mortelle qu'on trouve dans le désert égyptien. Mais aujourd'hui, la plupart des historiens pensent que ce n'est pas une vipère, mais un cobra royal qui a ôté la vie à Cléopâtre. Tout d'abord, la morsure de cobra est la moins douloureuse si l'on veut mourir. Les condamnés d'Alexandrie suppliaient d'être exécutés ainsi. C'est très rapide et on ne devient pas repoussant, car il s'agit d'une neurotoxine. Elle a pour propriété de paralyser le système respiratoire. On ne peut plus respirer du tout. Mais cela affecte aussi l'esprit et le condamné n'est plus angoissé. Mais c'est également pour une raison symbolique que Cléopâtre choisit le cobra. En se suicidant de cette façon, elle devenait aussi une déesse. En mourant par la morsure d'un serpent, non d'une vipère mais d'un cobra sans doute, il faut se rappeler que le cobra était depuis des millénaires l'un des symboles de la royauté égyptienne. Pour Cléopâtre, être mordue par ce cobra, c'était l'occasion de devenir Isis une fois pour toutes, de devenir une divinité transcendante et de se délester du poids de son corps mortel. C'est cet acte final qui fait entrer Cléopâtre dans les pages de l'histoire et au royaume des mythes. Sa mort s'est inscrite dans les esprits. Elle a fortement contribué à créer sa légende. Cléopâtre est toujours associée à ce serpent, à travers cette fin glorieuse, cette sorte d'ascension transcendantale pour quitter le plan terrestre. C'était très intelligent.
Dans un dernier geste envers ses ennemis déchus, Octave fait enterrer le corps de Cléopâtre avec celui d'Antoine. Aujourd'hui encore, l'emplacement exact du tombeau de Cléopâtre demeure un mystère. Octave épargne la vie des habitants d'Alexandrie, mais agit dans la rapidité et la brutalité pour empêcher toute revendication au trône des Ptolémées. Les plus jeunes enfants de Cléopâtre sont envoyés à Rome sous étroite surveillance. Antyllus, le fils d'Antoine, est poursuivi dans un temple et abattu sur l'autel. Et enfin, Octave élimine le plus dangereux de tous, le fils de Cléopâtre et de Jules César. Octave s'arrange pour intercepter Césarion, alors qu'il fait route vers la mer Rouge. Il persuade son tuteur qu'il doit revenir à Alexandrie pour être reconnu comme roi. Bien sûr, dès son arrivée, Octave le fait exécuter, car quelqu'un a chuchoté à son oreille qu'il n'était jamais bon qu'il y ait trop de Césars. Avec la fin de l'empire de Cléopâtre, l'Égypte devient le domaine personnel d'Octave. Par décret, il interdit à tous les Romains de mettre le pied en Égypte sans son autorisation. Dans le même temps, les richesses de Cléopâtre sont dispersées à Rome. Quand son trésor arriva à Rome, et cela donne une idée des raisons pour lesquelles Marc-Antoine et Octave s'intéressaient à elle, le taux d'intérêt baissa de 12 à 4%. Voilà quelle était l'ampleur de son trésor. Le dernier pharaon est mort, mais Alexandrie va continuer à briller au cours des siècles suivants. Elle reste la capitale de l'Égypte. Au cours de l'ère romaine, Alexandrie est connue sous le nom de la mariée des villes et est seconde après Rome par son influence et sa majesté. Mais l'Égypte restera la propriété personnelle de tous les empereurs romains à venir, jusqu'à la chute de Rome. Aujourd'hui, Alexandrie part à la recherche de son passé et renoue avec la gloire de ses racines. En 1995 a débuté la construction d'une nouvelle bibliothèque ambitieuse. Monumentale, elle se dresse sur le même site que son ancêtre de l'Antiquité. On a également conçu les plans d'un nouveau phare qui rivalisera en hauteur avec celui de Pharos. Il promet d'être aussi une merveille de technologie, dont le faisceau lumineux projettera Alexandrie vers le futur. Au fond de la baie, des secrets attendent encore d'être découverts. Ils nous permettront peut-être un jour d'avoir une vision plus précise de la ville antique et de sa célèbre reine. Une chose reste certaine. Le rêve d'immortalité de Cléopâtre, pour elle et pour sa ville, s'est bien concrétisé. Au moment où les empereurs romains sont au sommet de leur puissance, Alexandrie va contribuer à l'expansion d'une force nouvelle et dynamique, le christianisme. C'est ici que les premiers pères chrétiens, tels Origène ou saint Thomas, vont fonder les principes de l'Église chrétienne. Mais la période chrétienne d'Alexandrie coïncide avec le déclin de la ville. En l'an 391, la communauté chrétienne, dans son désir d'abolir le paganisme, démolit le temple le plus riche d'Alexandrie, le Sérapéum. En 642, les musulmans choisissent Alexandrie comme centre de leur empire en pleine expansion. Ils trouvent une ville aux 4000 palais, 4000 bains publics et 400 théâtres. Mais ce sont des cavaliers du désert,
ils portent peu d'intérêt à la navigation. Finalement, ils déplaceront leur capitale au Caire, où ils ont l'avantage de n'être séparés de la Mecque que par les eaux du Nil. Le phare de Pharos s'effondre au cours d'un tremblement de terre en 1349. Une majestueuse forteresse médiévale est construite à sa place. Connue sous le nom de Kayat Bey, ses murs de calcaire sont recouverts de plaques de marbre blanc qu'on suppose être les vestiges du phare antique. Privée de son ancienne gloire, Alexandrie va subir un long et lent déclin et redevenir un petit port de pêcheurs, calme, peuplé seulement de 5000 habitants. Mais elle continue à charmer l'imagination occidentale. En 1799, un autre grand général conduit ses armées en Égypte. Il veut tout autant comprendre ce pays que le conquérir. Napoléon Bonaparte est subjugué par la majesté de l'Égypte, et comme les Romains avant lui, il s'y attarde trop longtemps. Sa fascination pour cette terre antique le conduit dans un piège. Le 1er août 1798, dans la baie d'Aboukir, à 30 km du port d'Alexandrie, l'amiral britannique Nelson anéantit la flotte française. Mais l'expédition de Napoléon en Égypte va laisser un héritage qui survivra bien après la défaite. Les révélations apportées par la pierre de Rosette et bien d'autres objets retrouvés par les archéologues de l'expédition suscitent un regain d'intérêt pour l'Égypte antique et bien sûr pour Alexandrie. La ville attire de nouveau les intellectuels, les artistes et les poètes des 4 coins du monde. Séduits par son atmosphère unique, l'étendue de sa culture et les fantômes de son passé, des écrivains tels Forester ou Laurence Durel vont immortaliser la ville contemporaine. Des années après son séjour à Alexandrie, Durel résume sa fascination pour cette ville, en parlant d'un endroit où l'on connaît des séparations dramatiques, où l'on prend des décisions irrévocables, où l'on émet ses dernières pensées. Tout le monde se sent poussé dans ses limites, au bout de ses aspirations. Et si le passé présage de l'avenir, alors la gloire d'Alexandrie s'élèvera de nouveau au-dessus de la mer, pour inspirer les poètes du monde entier.